Crépuscule du matin. C'était l'heure où les saints des rêves malfaisants tordent sur leurs oreillers les bruns adolescents, où comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tache rouge, où l'âme sous le poids du corps revêché lourd imite les combats de la lampe et du jour. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient, et l'homme est là d'écrire et la femme d'aimer. Chapitre 14. Une lueur dans ma nuit. Toujours dialoguant avec la femme indigo, tisser les fils ténus de ma mémoire. Fil de trame, fil de chaîne, elle me désigne un chemin nouveau. Me plonger maintenant dans un océan de lumière. C'est une diablesse à la peau luisante qui vient de naître au cœur d'une vaste forêt. Elle a baigné sa peau d'ébène dans l'eau glacée d'une rivière, et toute ruisselante, elle émerge. Les rayons du soleil lui font un habit de lumière. Renaissance. Sa marche est encore hésitante. Une diablesse vient de naître au cœur d'une forêt d'ombre. D'où vient cette clarté qui désormais l'habite? C'est du plus profond des ténèbres que naît quelquefois le jour. Du crépuscule du soir au crépuscule du matin, que de transformations s'opèrent. C'est quand les choses ne sont plus sûres que la vie enfin commence. En sortant de la nuit, la vie se nimbe peu à peu de lumière. Lumière tremblotante, vacillante, clarté étonnante et secrète des âmes malmenées. Je suis diablesse et je dois découvrir maintenant les secrets de la métamorphose de la nuit en jour clair. Fil de trame, fil de chaîne, en suivant pas à pas la femme indigo, tracer mon propre sillon, imprimer ma marque dans l'épaisseur du destin. C'est quand les choses ne sont plus sûres que la vie enfin commence. Entre Eros et Thanatos, allongé dans le lit du froid hôpital, j'avais pris l'habitude de guetter l'arrivée de l'infirmière qui me donnait jour après jour les nouvelles de mon pays. Mais cette fois-là, elle s'était fait attendre. J'avais pensé que les barrages avaient été plus difficiles à franchir, mais j'étais loin du compte. L'infirmière s'était tout simplement octroyé un répit. Quelques jours de pure joie au sein du petit univers qu'elle s'était construit année après année. Et un matin, son rouspel achevé, elle s'était enfin décidée à prendre le chemin du grand hôpital où je l'attendais. Comme à son habitude, Martine s'était levée vers 5 heures. S'était dirigée, l'esprit encore embrumé, dans la cuisine où se préparait son café. Une mixture qui tenait plus du vezou que du café, tant elle y ajoutait du sucre. Chaque jour, c'était presque les mêmes pensées, les mêmes gestes. Mettre le café dans la tasse, le boire à petites gorgées, en regardant le soleil monter lentement dans le ciel. Les nuages s'organisent en nuances de gris et d'orangé, ciel magnifique qui annonce une journée plutôt chaude. Prendre le temps d'écouter passer la volée de perroquets qui chaque matin traversent son ciel. Un vrai scandale. D'où sortent-ils? Où vont-ils? Les cris des oiseaux babillards rythment ces débuts de journée depuis des années. Ne pas se poser de questions. Ne penser à rien. Et puis, la nuit, tout à fait dissipée, faire un petit tour dans son jardin, arpenter son domaine en humant l'air frais du matin. C'est que Martine s'est aménagé un vrai paradis. Une maison à sa mesure, avec des volets bleus et une large véranda qu'embellissent des suspensions en macramé pour de jolies plantes vertes. Des petits carillons en bambou et des coins salons douillets. Bien sûr, la maîtresse des lieux n'a pas oublié les providentiels hamacs et le jacuzzi dont les eaux bouillonnantes délassent son corps. Tout autour de la véranda se dressent des buissons d'oiseaux du paradis d'un oranger vif, et la pelouse se déroule dans un moutonnement d'herbes grasses et d'herbes folles. Joli tapis que Martine entretient avec assiduité. On arrive à la maison en empruntant une large allée en pierre grise qui sépare le jardin en deux parties. D'un côté, le domaine des arbres fruitiers, de l'autre, celui des fleurs. Martine s'est procuré des arbres qui produisent en abondance des fruits à hauteur de sa main. Manguier, prunier, cerisier, merisier. On trouve même un caillemitier, un sapotillier et un calebassier qui lui fournit de petites calebasses qu'elle décore de gravures et de peintures pour passer le temps. Et elle ne s'est pas privée de fleurs, des roses, du jasmin, des orchidées, des dahlias, toute espèce de fleurs aux parfums enivrants que les abeilles
et les guêpes butinent sans cesse. À bonne distance de la maison au volet bleu, afin que les racines ne lui causent aucun dégât, on trouve un arbre à pain, un prunier de cythère, un avocatier, quelques cocotiers. L'arbre à pain, en dominant de sa haute silhouette sur son univers, répand aux côtés des autres arbres des trésors de sérénité, balançant ses branches au gré du vent. Toute cette flore au perché veille d'une manière presque paternelle sur l'ensemble du jardin. À quelques mètres des arbres, grimpent des entrelacements de lianes d'igname sur des tuteurs. Des semis à peine germés laissent des petites taches de vert tendre sur la terre noire de leurs plates-bandes. Sur la clôture, c'est le coin des cucurbitacées. Giromons, concombres et melons croissent comme bon leur semble, toujours lançant leurs lianes à la découverte de coins plus accueillants. Dans les endroits où ne prospèrent ni fleurs, ni fruits, ni légumes, des dalles de ciment dessinent des petits chemins qui empêchent de patauger dans la boue. Tout au fond de sa propriété, Martine a tenu à installer un four à charbon qu'elle entretient elle-même et duquel s'élèvent à certaines périodes de l'année des volutes parfumées. Il y a aussi des clapiers, un poulailler, un enclos pour une population de lapins, de poules et de cabris. Derrière la maison, loin des yeux des visiteurs, on trouve les plantes médicinales qui parfument les tisanes chaudes du mois de décembre ou de janvier, lorsque l'air se rafraîchit. Il faut dire qu'au quartier La Croix au Mont-Nevers, il fait si frisquet qu'on sort les petites laines sous lesquelles on a plaisir à se glisser pour éviter les refroidissements. Les plantes odorantes poussent paisiblement dans de larges bacs que Martine a pris la précaution de surélever avec des poteaux en glycéria. Elle ne tient pas à confondre la peau froide d'un crapaud avec une pierre lorsqu'elle vient entretenir ses plantations. L'infirmière a une peur bleue des crapauds, comme je la comprends. Rien ne manque à son jardin de plantes aromatiques, basilic aux senteurs épicées, thym, romarin. Martine a aussi une collection de menthes fraîches dont elle est très satisfaite. Menthes poivrées, menthes glaciales, menthes gingembre, des menthes toniques et excitantes qui, sans empêcher de dormir, remédient à la fatigue psychique et intellectuelle. Elle les apprécie aussi pour leurs vertus digestives, analgésiques et antiseptiques. Des buissons de citronnelle plantés contre la palissade éloignent les moustiques. Et puis, il y a naturellement les plantes qu'on se doit de trouver dans tous les jardins créoles. Oignons pays, persil et thym, piment végétarien, piment bondamment Jacques et tomates. Armée de sa pioche et de sa fourche, Martine a imprimé patiemment sa marque, faisant de son jardin un havre de paix. Sa promenade achevée, l'infirmière s'était douchée, habillée, puis elle avait pris sans joie la route du grand hôpital. Ça n'avait pas toujours été ainsi. Autrefois, Martine était bien plus enthousiaste lorsqu'il s'agissait de regagner l'hôpital où elle exerçait, celui-ci étant plus accueillant. C'était du temps où l'on venait de livrer l'établissement clé en main aux Martiniquais. À l'époque, de nombreux reportages avaient vanté le haut degré de perfection de ces plateaux techniques et faisaient la fierté de toute la Martinique. À la cérémonie d'ouverture, Martine s'en souvient, comme si c'était hier. Le directeur emphatique avait répété que l'édifice était le fleuron de la Caraïbe. Pas moins. Il ne tarissait pas, subjugué qu'il était par le respect scrupuleux des règles de fonctionnement de l'hôpital public. Pour souligner le haut degré de technicité de l'hôpital, il se plaisait à raconter qu'un jour, on lui avait intimé l'ordre de faire demi-tour tant qu'il n'aurait pas revêtu les accessoires réglementaires pour visiter la cuisine. Comme l'homme avait l'habitude de faire la pluie et le beau temps, ça l'avait stupéfié qu'on l'oblige à se plier à un strict protocole. Aujourd'hui, l'établissement porte son nom, mais les années défilant, il avait bien changé. Le fleuron de toute la Caraïbe était aujourd'hui dans un délabrement des plus avancés et du haut de sa colline, tel un château fort en ruine, tourelles et donjons lugubres, il semblait plonger ses yeux visqueux vers les rondeurs illuminées de la banlieue lamantinoise. L'infirmière qui avait pris ses fonctions aux premières heures de l'hôpital public traînait maintenant les pieds pour y aller. En arrivant dans son service, Martine avait suivi le même rituel. Prendre un second café, discuter longuement avec l'équipe de la nuit et commencer sa journée. J'avais trouvé sa voix plus calme, ses gestes plus lents, plus doux que d'habitude.
Ce n'étaient plus les phrases qui s'enchaînaient à toute vitesse, presque sans respiration. Elle avait pris le temps de me dire quelques mots sur les raisons de sa disparition et aussi quelques anecdotes de sa vie personnelle. Lorsqu'elle m'avait décrit son paradis, non seulement je n'avais pas manqué de me l'imaginer, mais j'avais projeté pour moi une semblable oasis. Je dois dire que sa tranquillité avait contribué à m'apaiser. C'est que les émotions vives qui m'étaient revenues les semaines passées avaient bien besoin, je l'avoue, de s'estomper. Il y avait le souvenir de la nuit terrible où j'avais basculé dans un monde sans queue ni tête. Cette nuit où j'avais poussé la porte d'Absurdie, ce pays étrange dont j'étais la seule résidente et où personne ne pouvait me rendre aucune visite. Et puis j'étais au cœur du même dilemme. Accepter de continuer ma vie comme May l'avait choisi ou saisir le courage de voler de mes propres ailes. Oui, moi qui avais exhumé du passé tout un assortiment d'événements terribles, j'oscillais entre la peur et le courage. Maintenant que je l'avais créé, ma diablesse, il me fallait l'accompagner sur le chemin de sa renaissance. Oui, sortir de la nuit pour naître enfin à la lumière. C'est qu'écrivant, il s'opérait en moi une métamorphose pareille à celle de mon personnage. Je me rendais bien compte que plus qu'un être de papier, sorti de mon imaginaire, c'était de moi qu'il s'agissait. Et il me fallait bien du courage pour faire venir des mots à la hauteur de mon personnage, l'écriture opérant en moi une transformation semblable à la sienne. C'était bel et bien moi qu'il fallait accepter de faire naître. Je me rendais compte qu'il était bien plus facile d'égrener un long chapelet de misère que de me tenir droite dans la lumière du jour et d'avancer vers l'inconnu. Il me fallait trouver le courage d'agencer mes souvenirs pour me tracer un chemin vers la lumière. Les mots ne sont pas des bouts de bois inertes, ils sont animés d'un feu étrange qui n'est autre que la vie. Un lien étroit lie les mots au monde qui les fait naître. Et ils sont aussi la chair et le sang de l'être qui les invente. Entre Eros et Thanatos, dans le froid hôpital, des émotions me revenaient. Des souvenirs se précisaient. Après la nuit terrible et le petit séjour à l'hôpital que m'avait prescrit la généraliste de Debriand, j'avais repris le chemin de l'école normale sans un soupir, serrant ma douleur au fond de moi-même. Une nouvelle phase de ma formation d'institutrice s'annonçait, puisqu'ayant été recrutée avec mon seul baccalauréat, il me fallait passer 2 années à l'université afin d'obtenir un DUG. Ce que je croyais être la fin de moi-même avait tout l'air d'un commencement. Ce que May m'avait interdit quelque temps auparavant venait à moi comme un destin. S'il me restait encore un long chemin pour jouer ma propre partition, la préparation de ce diplôme universitaire était bel et bien une chance. Je m'étais évidemment inscrite à la faculté de lettres, la littérature s'étant révélée à moi comme un médicament. Le campus de Shellshire n'avait pas la renommée d'une Sorbonne, mais contre mauvaise fortune, il fallait faire bon cœur. Pour ce qui était du métier que May m'avait imposé, j'avais réussi à prendre un peu de recul puisque je n'entendais plus parler de lui. Je me plongeais chaque jour avec bonheur dans les œuvres au programme. Mais pour ce qui était des croyances, j'étais comme prise à la gorge. La fille de May ne désarmant pas. Elle continuait, telle une tarentule, à tisser sa toile dans l'ombre. Je peux même dire une tarentule qui prenait chaque jour plus d'assurance et osait quelquefois apparaître au grand jour. Mais ne renonçait pas à l'encourager, voire même à couvrir ses agissements. Et comme j'étais revenu à Saint-Georges après la nuit terrible que j'avais vécue à Goudissart, elle avait toute l'attitude pour me poursuivre. Surtout que je m'étais mise, aussi curieux que cela puisse paraître, à parler le langage de May, acceptant de la suivre pas à pas dans sa foi. J'assistais à tous les offices, accomplissais toutes les œuvres prescrites. Comment dès lors imprimer ma propre marque? Comment tracer mon propre sillon? Puisque j'étais plongée jusqu'au cou dans une vie bien trop étroite pour moi. Peut-être me faudrait-il tout détruire pour enfin reconstruire. On ne peut rien faire naître de nouveau sans accepter pendant un temps le chaos. Et la tâche était d'autant plus difficile qu'il fallait que j'aie non seulement la force de m'opposer à ma seconde maman, mais aussi celle de créer le monde tel que je le rêvais. Ce n'était pas gagné. La demoiselle était entrée en lice pendant des vacances que May et moi passions chez elle.
mais ne pouvait imaginer ses loisirs autrement que chez sa fille adoptive. Elle prenait soin de la maisonnée de celle-ci. Moi, je la suivais sans me poser de questions. À cette époque, je n'aurais pas pu envisager de passer mes congés loin de Mai. J'étais vissée à ma seconde maman, cherchant toujours à exister dans son regard. Cependant, passant mes vacances chez la fille de Mai, autant dire que j'étais dans l'antre de la bête et qu'elle pouvait tisser sa toile à son aise. Qu'avais-je à faire là? C'était un endroit sans gaieté où les sources de distraction n'étaient pas au rendez-vous. Je ne pouvais donc que m'ennuyer à mourir. Alors, pour passer le temps, j'avais d'abord entrepris d'adoucir la pente raide du morne sur lequel trônait le petit château de la fille de Mai, chavoyant bouette sur bouette de tuf. On pouvait rêver mieux pour les vacances. Cette entreprise, bien qu'ayant été pour moi satisfaisante puisque je prenais un réel plaisir à me rendre utile, ne m'avait pris que quelques jours. Après avoir épuisé tous les livres que j'avais eu soin d'emporter avec moi, je m'étais rabattu sur l'encyclopédie du bricolage en 15 volumes de mon beau-frère, mais elle n'avait pas réussi à me captiver, comme c'est étonnant. Alors j'irais comme une âme en peine dans la maison, cherchant une occupation et ponctuant mes déambulations de petits soupirs qui avaient le don d'agacer Mai. Un jour pourtant, j'avais été très heureuse de découvrir quelques revues qui traînaient sur le lit de la maîtresse des lieux, en passant devant sa chambre dont la porte était grande ouverte. Il y avait toutes sortes de magazines et bien que ce genre de littérature ne fût pas mon ordinaire, elle avait occupé quelques-unes de mes heures. Après ma lecture, je les avais bien entendu remises à leur place. À part la télévision, les jeux animés en compagnie de mes neveux, l'aide que j'apportais à Mai dans la préparation des repas, la cueillette des mangues que tout le monde semblait apprécier, je n'avais trouvé rien d'autre pour m'occuper. Les vacances s'étaient donc achevées aussi mornes qu'elles avaient commencé. Quelque temps après, me trouvant à lire des revues pareilles à celles que j'avais trouvées sur le lit de la fille de Mai, quelle ne fut pas ma surprise de m'entendre dire que ces revues étaient défendues. Comme à son habitude, la demoiselle avait sauté sur l'occasion pour me porter un coup fatal. C'était toujours à ma vie prétendue dissolue qu'elle s'en prenait, montant en épingle quelques peccadilles. Et elle avait réussi un nouveau tour de force, convaincre sa mère de ma dépravation en disculpant son mari. La première fois qu'elle lui avait servi cette fable, c'était parce que j'avais eu l'audace de me fournir dans la bibliothèque d'Alcide. Cette fois, c'était les lectures du genre que j'avais reprises à mon compte. Et ça avait été aussitôt de hauts cris et des condamnations en tout genre. Encore une fois, May n'avait pas voulu m'entendre. Surtout, elle contestait avec force la manière dont j'avais découvert les revues que je lisais. Ou plutôt, elle préférait faire bloc avec sa fille pour protéger son gendre qu'il ne s'agissait pas de discréditer puisqu'il occupait désormais des fonctions dans notre communauté religieuse. May et sa fille avaient chanté en chœur la même chanson. Et on m'avait attribué à moi seul un goût immodéré pour les livres interdits. Jusqu'à aujourd'hui, c'est leur fable qui se répète, disculpant le prétendu homme de Dieu. Assurément, je ne brandirai pas ce roman en appelant la trompette du jugement dernier à la rescousse. Mais je me contenterai de réaffirmer que le gendre de Mai, sa fille et moi partagions bel et bien les mêmes lectures, qu'on ne leur avait rien reproché à eux, qu'on les avait bel et bien couverts. Ce qui confirme encore que je n'avais rien fait que la fille de Mai et son mari n'aient fait avant moi, c'est qu'après l'affaire des revues, la demoiselle avait attendu que nous soyons seuls, sans yeux et sans oreilles pour nous voir ou nous entendre, et elle m'avait lancé, en me regardant droit dans les yeux, puisqu'elle se savait protégée, que de toutes les manières, je finirais par me faire prendre par un chien. C'étaient les mêmes cochonneries qui s'étalaient dans les revues. Comment une personne qui se disait appartenir à Dieu pouvait-elle se permettre ce genre de propos? Je ne prétendais pas être une sainte, mais je refusais que d'autres bien moins intègres que moi soient déclarés tels. Je naviguais en pleine tartufferie. J'avais eu dans toute sa splendeur le spectacle de la plus grande des hypocrisies. Ces personnes qui se disaient pieuses n'avaient non seulement pas hésité à mentir pour continuer à paraître honorable aux yeux de tous, mais dans le même temps, elles m'avaient désigné comme une mauvaise peste, ternissant par là même ma réputation. Peut-être cette mésaventure paraît-elle insignifiante,
Bonne lecture, lecture défendue et jugement divin. Mais on entre dans le monde redoutable où certains n'hésitent pas à instiller un sentiment de culpabilité dans la conscience de ceux qu'ils veulent contraindre. Que ne ferait-on pas pour échapper à d'implacables condamnations? Certaines personnes se servent des peurs secrètes des autres pour les gouverner, et leurs jugements sont sommaires. Ils sont sommaires et sans appel, puisqu'ils s'autorisent à se substituer à Dieu lui-même, affirmant qu'ils agissent dans le seul but d'être à son image. En réalité, pour ces personnes-là, c'est le seul moyen d'avoir du pouvoir sur les autres et de les contraindre à agir selon leur volonté. Qu'avait à voir Dieu dans tout cela? La religion de mai à la sauce familiale n'était pour moi qu'une prison, et je me rendais compte que je ne pouvais pas y prospérer. S'il était vrai que la foi de mai réclamait l'exemplarité, une exemplarité fondée sur des règles strictes, il était clair que sa fille et son gendre se servaient de ces lois à leur gré. J'étais donc allé trouver un des responsables de notre communauté pour lui parler de tout ce que je subissais, depuis les petites injustices quotidiennes jusqu'aux mensonges que May et sa fille avaient inventés dans le seul but de protéger leur gendre et mari. Je pensais être enfin entendu. Contre toute attente, l'homme avait une nouvelle fois mis en doute mes paroles, établissant un lien entre la mésaventure que je lui rapportais et ce qui s'était récemment passé avec mon frère. En effet, ne trouvant aucun soutien, mais refusant d'écouter ma plainte, je m'étais tourné vers ce responsable religieux pour lui confier ma misère. Mais déjà, au lieu de prendre mon parti, de me rassurer comme on le fait en pareille circonstance, il m'avait accusé d'avoir provoqué le comportement de mon frère. Et il avait précisé que comme il n'avait qu'un seul son de cloche, il ne pouvait que prendre quelques précautions afin de protéger les autres fidèles de moi. Il ne cessait de souligner que mon comportement était d'autant plus grave qu'il s'agissait de mon propre frère. Et cette fois, il comprenait que c'était bel et bien mes lectures qui m'avaient conduite à de telles malpropretés. J'étais abasourdi. Plus abasourdi qu'au lendemain de la nuit noire, lorsque je m'étais retrouvé sur le canapé du salon à douter de ce qui venait de se passer, tellement j'étais choqué. Pour tirer l'affaire au clair, c'était ses paroles, il était allé trouver la fille de May et son mari afin de leur demander si, en constatant mes dérives, ils m'avaient conseillé de m'en détourner. Il s'agissait là d'un principe biblique clair. Comment aurait-il pu agir ainsi? Ces deux-là, qui n'avaient qu'une idée en tête, m'éloigner du giron de mai, avaient continué leur mensonge en affirmant qu'ils avaient effectivement eu avec moi une conversation sur le sujet, mais que je n'avais rien voulu entendre. J'étais au comble de la consternation. C'était donc là la religion que May m'avait poussé à adopter? On y acceptait la calomnie, on y accusait les victimes, augmentant encore leur douleur, et on y appliquait une justice à deux vitesses. C'était pour moi tellement inacceptable que j'avais demandé au ministre du culte ce qu'il fallait que je fasse pour ne plus faire partie du groupe. Il m'avait simplement indiqué qu'un courrier suffisait, et il l'avait obtenu dans l'heure qui suivait, tellement j'étais hors de moi. Cependant, ma colère refroidit. J'avais réfléchi et conclu que ce n'était pas à Dieu que j'en voulais, mais à des personnes qui contredisaient ses préceptes. J'avais donc fait parvenir un deuxième courrier dans lequel j'expliquais avoir agi sur le coup de la colère. Trop content d'avoir obtenu que je quitte moi-même l'assemblée, le prétendu homme de Dieu avait décidé de ne tenir compte que du premier courrier et avait prononcé mon exclusion, non sans avoir convoqué mes accusateurs afin qu'ils l'appuient dans sa décision. Devant tant d'injustice, je m'étais tue. J'avais compris qu'il ne servirait à rien d'expliquer quoi que ce soit. Mais non plus n'avait rien dit. Elle avait accepté la décision qui avait été prise à mon encontre comme allant de soi. S'autoriser un commentaire, c'était pour elle remettre en question un avis divin. Moi, j'étais profondément bousculé dans mes convictions, triste de voir comment se servant de leur religion, mais sa fille et son gendre avaient réussi à donner à tous le sentiment que je n'étais pas une bonne personne. Il suffisait donc que 2 ou 3 décident de mon sort sans que je puisse être entendu. La nouvelle de mon excommunication était arrivée comme l'annonce d'une pluie rafraîchissante après un carême aride aux oreilles de la fille de May et de son mari.
ils avaient enfin obtenu ce qu'ils voulaient. Et c'était aux yeux de tous Dieu lui-même qui m'avait condamné. Tout pouvait m'être fait désormais en toute impunité. C'était juste mesure pour une personne telle que moi. Et les vexations n'avaient pas manqué. Je ne pouvais plus manger à la même table que leurs enfants, je ne pouvais plus me mêler au jeu de ceux-ci. Et pour bien montrer que je ne faisais plus partie du clan, qu'un mur infranchissable le séparait de moi, le gendre de mai avait institué, dès le prononcé de la sentence, un culte familial auquel, bien évidemment, je n'avais pas le droit d'assister. Leur contentement était à son comble et je réalisais qu'il me fallait partir de chez May pour obtenir un peu de paix. Cependant, je ne pouvais évidemment pas retourner chez Rosita. J'avais donc demandé à être hébergée à l'école normale. On y louait des chambres d'étudiants de 3 mètres sur 6 où je pourrais m'enterrer vivante. Tout détruire pour reconstruire. Je venais d'entreprendre une longue descente aux enfers dont je ne voyais pas encore le bout. Il me fallait vraiment partir de chez May pour obtenir un peu de paix. Cependant, je ne pouvais évidemment pas retourner chez Rosita. J'avais donc demandé à être hébergée à l'école normale. On y louait des chambres d'étudiants de 6 mètres de long sur 3 de large, où je pourrais aisément m'enterrer vivante. C'est qu'il me prenait l'envie de disparaître lorsque je considérais le grand gâchis de ma vie. Tout détruire pour reconstruire. Je venais d'entreprendre une longue descente aux enfers dont je ne voyais pas encore le bout. J'avais donc suivi l'agent qui me menait à ma chambre comme une condamnée qu'on conduit à sa cellule. Je marchais à pas lents, la tête baissée et le regard vide, en parfaite contradiction avec l'atmosphère joyeuse qui régnait dans le couloir de l'internat. Quiconque me regardait comprenait que je n'étais pas très ravie d'habiter là. Heureusement que j'avais mes études de lettres pour entretenir un semblant de vie. La seule chose qui parvenait à me tirer de ma profonde tristesse, c'était ce que j'apprenais lors de ma formation. J'appelais de tous mes voeux des vents tels que ceux dont me parlait Saint John Pierce, ces vents capables de flairer et la pourpre et le silice. J'avais besoin de ces grands souffles sur ma vie pour établir mon propre inventaire. Il fallait me réconcilier avec celle que j'étais vraiment. C'est pourquoi les grandes figures de mon histoire comme Toussaint Louverture ou Louis Delgrès avaient retenu toute mon attention. J'apprenais aussi que la langue créole, avec laquelle j'avais appréhendé le monde dans ma prime jeunesse, n'était pas une sous-langue et n'offensait personne à cause de sa prétendue vulgarité. En découvrant l'œuvre d'Aimé Césaire, la sensualité de sa langue poétique m'avait laissé presque sans voix. Aussi avais-je mémorisé le cahier de retour au pays natal pour entrer en résonance avec la poésie du grand homme. Chacun de ces mots me parlait d'une possible révolte et d'une évasion de ma prison. Toutes ces œuvres plantaient dans ma conscience les graines d'une renaissance future. Mais pour l'heure, j'avançais en aveugle, incapable de reconstruire quoi que ce soit. L'être dont mon professeur de théâtre avait l'année précédente surpris les coups d'œil furtifs comme pour vérifier qu'il n'avait pas totalement perdu le contrôle, s'était terré tout au fond de moi. Il faut dire que même serrée au cœur de l'école normale, la fille de mai trouvait encore à m'asséner quelques coups. Une ou deux fois, elle avait accepté d'accompagner Mai en visite, et chaque fois, elle avait désigné l'un des étudiants avec lequel je discutais comme un compagnon de débauche. Mais la croyait sur parole, me plongeant au plus profond du désespoir. Que sa fille puisse penser que j'étais une dévergondée n'était pas très douloureux. Ce qu'il était, c'était que ma propre maman m'imagine dans de tels chemins. Cela m'ôtait toute envie de lutter contre la bêtise de sa fille. Pleurs au dedans, sourire au dehors. Je laissais dire et faire, vivant comme si le monde des humains ne me concernait plus. Comme je n'avais plus aucune boussole pour diriger ma vie, je m'étais adressée à la psychologue du campus qui m'avait orientée vers une psychanalyste. Une immense femme dont le nom résonnait aussi brutal que le son des baguettes traînant sur toutes les notes d'un xylophone. Je ne connaissais pas grand-chose à la psychanalyse, mais ce nom seul avait suffi à m'étonner. Ayant à peine raconté mon parcours à l'analyste, qu'elle avait tout compris. « Eh bien, laissez votre mère vous dévorer », m'avait-elle dit sans un sourire.
Si elle avait vu juste, la froideur de ses propos m'avait totalement déconcerté. Je les avais vécus comme une sorte de prophétie dont je ne pouvais contredire un mot. Et au sentiment de culpabilité qui avait décuplé depuis la nuit terrible que j'avais vécue, l'exclusion de mon assemblée religieuse et de ma famille, s'était ajoutée la certitude que je n'étais pas de taille à me libérer de mes. Détruire pour reconstruire? Si mon monde venait de s'écrouler, j'étais loin de trouver le moyen de m'inventer une nouvelle vie, une vie où je pourrais imprimer ma propre marque, tracer mon propre sillon.